Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Du même auteur. Das Sefer. Modell in UMD der Auswärtigen Leske und Budrich, 2002, le modèle français in à quoi servent les affaires étrangères, en coopération avec la Stiftung Wissenschaft und Politik, Fondation pour la science et la politique, et le ministère allemand des Affaires étrangères. Préface. Charles Malinas a été mon collaborateur lorsque j'étais ministre des Affaires étrangères. Il était chargé des questions budgétaires de 1999 jusqu'en 2001 à mon cabinet. Je rappelle à cette occasion que les années 1997 à 2002 ont été les seules depuis une trentaine d'années où le budget du ministère, de toute façon très faible, n'a pas été diminué, ni les effectifs réduits. Auparavant, il avait été notamment en poste en Allemagne. Après avoir occupé différentes fonctions après 2001, conseiller diplomatique de la ministre de la Justice, numéro 2 à Prague, inspecteur des affaires étrangères, conseiller diplomatique de la ministre de la Culture, directeur de cabinet de la ministre déléguée à la francophonie, Charles Malinas a été nommé à Bangui en République centrafricaine, pays historiquement très instable, comme historiquement toute l'Afrique centrale et en particulier dans ce cas ou Bangui Chari, et alors en proie à une féroce guerre civile politico-ethnico-tribale attisée par des convoitises de toutes sortes. Sa mission était claire et il l'a courageusement acceptée. Tout faire pour apaiser cette guerre civile et aider les Centrafricains à retrouver les voies du dialogue, du compromis et de la reconstruction. Il s'y est employé tout entier. Il a réussi à désamorcer les manœuvres d'un certain nombre de chefs de clan, à les neutraliser politiquement et à les amener à des processus de solution. Cela supposait de convaincre certains chefs qui ne vivaient que du conflit, à quitter le pays. Son bilan est très parlant. Confiance établie entre les principaux acteurs, du commandement de la force Sangaris aux représentants de l'Union africaine et des Nations unies, en passant par les dirigeants centrafricains, retour du pays au calme, tenue des élections dans des conditions inespérées pour un résultat incontesté et redéploiement des administrations dans le pays, redémarrage de l'économie et de la vie sociale et culturelle, amélioration des conditions de vie à Bangui et dans le pays. On devrait lui en être reconnaissant, et c'est d'ailleurs le cas de nombreux responsables centrafricains. Bien au contraire, Charles Malinas a été accusé d'avoir délivré de façon complaisante trop de visas. Il explique qu'à certains moments, c'était la seule façon de prévenir les manœuvres des seigneurs de guerre. Mais c'est déjà l'époque où, soupçonné de manquer de rigueur dans la délivrance des visas, le Quai d'Orsay est soumis à une surveillance tatillonne de la part du ministère de l'Intérieur, qui a, lui, pour mission, de réduire drastiquement l'attribution de visas. Les deux approches ont leur logique. À un moment, elles doivent être synthétisées et arbitrées. C'est la tâche normale d'un gouvernement. Dans ce cas précis, cela n'a pas été fait. Charles Malinas a donc été sanctionné, durement, et à mes yeux injustement, pour avoir délivré quelques centaines de visas. Rappelons que la France délivre chaque année plus ou moins 3 millions de visas. Il a l'élégance dans son ouvrage de ne pas du tout s'appesantir sur ce traitement choquant. Je tiens cependant à ce que ce soit clairement rappelé. Dans son récit, il nous place au cœur de l'engrenage de la guerre civile, de ses mécanismes, de ce qui l'entretient, des problèmes économiques, militaires, financiers, politiques et humains qu'il faut résoudre pour tenter d'en sortir. C'est très utile pour mieux faire connaître ce pays tourmenté. Et plus largement, pour comprendre les engrenages d'une guerre civile dans cette partie du monde car on ne peut pas être assuré que là ou ailleurs cela ne se reproduise pas. Témoignage donc très précieux dont il faut remercier Charles Malinas. Hubert Védrine, le 13 juillet 2022, ministre des Affaires étrangères, 1997-2002. Avant-propos, pourquoi Sisyphe ? Ceci est un récit, pas un roman ni un rapport. Son objet n'est pas de retracer l'histoire de la Centrafrique, d'autres l'ont fait, et très bien. Je vais m'efforcer ici de montrer presque 10 ans plus tard comment la dernière intervention française, de décembre 2013 à juillet 2016, avait permis, une nouvelle fois, de sortir de la guerre civile et de commencer à reconstruire le pays, de faire que le rocher de Sisyphe qu'est la Centrafrique parvienne enfin sur un mets plat,
au prix de considérables efforts militaires, diplomatiques et financiers, jusqu'à ce que la démission succède au sursaut, entraînant ipso facto une nouvelle dégringolade. Le rocher de Sisyphe. C'est l'expression qui revient le plus souvent lorsqu'on discute avec ceux qui connaissent ce pays. Depuis l'indépendance, le 13 août 1960, la RCA escalade la pente, plonge, tente de se relever, y parvient plus ou moins, retombe. Et à chaque fois dégringole plus bas, jusqu'à atteindre les derniers rangs dans les différents classements internationaux. L'espérance de vie était de 52,5 ans en 2015, OMS, 181e sur 183 pays classés, Indice de développement humain de 0,397 en 2019. NUD, 188-189e. Le PIB de 2,19 milliards de dollars en 2018, FMI 170-194e pour les trois principaux indicateurs. Les élites s'entredéchirent. De l'infrastructure économique moderne ne reste que des ruines. Les institutions nationales, départementales et locales censées structurer le pays sont inopérantes. Des groupes insurgés formés autour de chefs rebelles s'arment et se renforcent tout en s'affrontant régulièrement, financés par le trafic de diamants, d'or, d'armes, de denrées agricoles, par les pillages et le banditisme. La population s'enfonce dans la misère, souffre terriblement de conditions de vie épouvantables dans ce pays que nous avons sans doute le plus mal colonisé en le livrant aux compagnies, notamment d'exploitation de l'EVA, l'arbre à caoutchouc, comme le décrit André Gide dans Voyage au Congo et Retour du Tchad, sans doute également celui que nous avons le plus mal décolonisé, ainsi que le montre Georges Conchon dans L'État sauvage. Tranche d'histoire, tranche de vie. Les fatalistes, j'en connais quelques-uns, diront que c'était écrit d'avance. J'ai la faiblesse de penser que cela ne l'était pas. Et que l'intervention française, en appui d'une action internationale sans précédent dans ce pays, avait toute chance de porter de véritables fruits, pour peu que les décisions finales fussent prises en toute sérénité et objectivité. Cela n'a pas été le cas. Les Centrafricains, à commencer par les plus pauvres d'entre eux, en paient toujours le prix. Ce récit est donc celui de l'intervention conduite par la France entre 2013 et 2016 dans ce pays. Rédigé près de 10 ans plus tard, il n'est pas l'œuvre d'un historien mais d'un ambassadeur engagé dans une mission hors norme. Il ne prétend aucunement à une quelconque objectivité. Certains aspects seront ainsi sans doute excessivement développés aux yeux du lecteur, d'autres insuffisamment. La relation des faits comme les analyses, effectuées de mon point de vue au sens propre, pourront paraître partiales ou partielles. Puisse ce récit, malgré tous ses défauts, donner un éclairage utile sur ces 3 années si particulières. Prologue, bienvenue au club. Vendredi 8 novembre 2013. Et Bangui, à moitié sans rire ? Me lance Alexandre Ziegler, le directeur de cabinet du ministre dans un tout petit texto, bien à sa manière. Bangui ? Désolé, pas pour moi. Je viens de refuser un très beau poste en Afrique et après ces 18 mois de cabinet, je voudrais vraiment souffler un peu et attendre, tant pis si cette attente est longue, mais vraiment, là, je ne crois pas que ce sera possible. Nouveau texto dans la foulée, on envoie 2000 hommes dans un mois. Ça se réfléchit, réponds-je. 8 jours plus tard, vendredi 15 novembre, dans un restaurant vietnamien avenue Bosquet, au moment du café laissé dans la dernière minute. Tu as réfléchi ? En fait, on a vraiment besoin de toi sur ce poste. Personne ne t'en voudra si tu refuses, mais tu sais, c'est une situation exceptionnelle. Si je me plante ? Tu ne te planteras pas. Tu me laisses 3 semaines ? Ça va être difficile. 2 si tu veux. Et ça risque d'aller plus vite. Le lendemain, à Bruxelles, place des Sablons, un joli estaminet tout en carreaux de faïence blanche où l'on s'est préparé la tripe et l'anguille. C'est là que je l'annonce à S, ma compagne. Le restaurant est très bruyant et j'ai cherché le coin où je pourrais parler, où nous pourrions parler. Non pas véritablement en parler, j'avais en réalité déjà fait mon choix, pris ma décision, genre mission impossible, tu détruis le message ou il s'enflamme au bout de 30 secondes, mais au moins dire et parler. S d'abord ne croit pas ce qu'elle entend, puis elle comprend. Elle comprend soudain que le temps qui s'ouvre sera comme une ombre épaisse qui va recouvrir son couple, une ombre qu'il faudra traverser, à supposer qu'elle ait une fin. Et elle se demande si elle est prête à se laisser envahir. Je pars pour Bangui, la ville des rapides au cœur de l'Afrique. Un vol par semaine.
La République centrafricaine, l'ancien Ubangui Chari ou André Gide a mué d'aimables chasseurs de papillons en militants anticolonial, est en pleine guerre civile, le gouvernement de transition mis en place au début de l'année ne contrôle rien, à supposer qu'il essaie de le faire. Nous envoyons une force importante dans 1 ou 2 semaines. Dès que nous aurons le feu vert du Conseil de sécurité des Nations Unies, il faut quelqu'un pour tenir l'ambassade avec les militaires qui arrivent. Non, tu ne viens pas. Non, je ne te quitte pas. Je sais que tu ne t'y attendais pas. Moi non plus. Tu viendras régulièrement et je rentrerai tous les 2 mois. Elle n'y croit pas. Et je sais que ce n'est pas vrai, que peut-être elle viendra, et de fait elle viendra 2 à 3 fois par an, mais pas moi. En tout cas pas tous les 2 mois, ce ne sera évidemment pas possible, le pays est dans le chaos, on ne me propose pas un poste à cocotier. Même s'il y a des cocotiers, là-bas. Y compris dans le jardin de la résidence, je le découvrirai. Pourquoi changer d'ambassadeur? Et pourquoi si rapidement? C'est simple. Et les entretiens que j'aurai avant de partir le confirmeront. Le département est aveugle tout en étant certain que des horreurs se déroulent, notre ambassade sur place est quasiment muette et dans ses quelques télégrammes diplomatiques, rien ne permet de comprendre ce qui se passe et surtout ce qui pourrait être fait. Il n'y a que les ME accent aigu LS sécurisés que le numéro 2 transmet directement au directeur d'Afrique, et discrètement pour cause de mésentente totale avec son ambassadeur et de blocage par celui-ci de tout ce qu'écrit son adjoint, qui permettent d'entrevoir la catastrophe qui se déroule. Les contacts avec les rebelles parvenus au pouvoir sont faibles, pour ne pas dire inexistants. Allez vite donc. Le plus vite possible. Il faut ouvrir les yeux et les oreilles. Comme on me le dit au ministère de la Défense, on a besoin d'infos fiables et on ne parle pas qu'avec les good guys. Ça je m'en doute. Pourquoi moi? Je suis attiré par l'Afrique depuis mon stage ENA au Cameroun, 25 ans auparavant, et j'ai pu y entretenir quelques contacts. Et je suis un spécialiste de l'Allemagne, séjour d'abord à Bonn au sein du ministère allemand des Affaires étrangères, l'Auswärtige Amt, puis avec ce poste extraordinaire à Berlin à la tête du plus important réseau culturel de la France à l'étranger, 3 ans de vie intense au cœur des arts, de la culture et des échanges franco-allemands. À Berlin, berceau de la création contemporaine, pépinière de talent, champ ouvert d'une découverte insatiable, expérience surprenante d'une Allemagne cosmopolite. Je ne suis donc pas vraiment un Africain, comme on désigne au Quai d'Orsay les spécialistes du sous-continent au sud du Sahara. Comment alors passe-t-on de cet univers doré au cœur de l'Afrique en crise? Bonne question. Ou plutôt non. Il ne s'agit pas de passer d'un univers à l'autre. L'action fait le lien. Le lien est évident. Je ne suis donc pas nommé pour mon expérience africaine, pas davantage pour mon passé d'ambassadeur puisque ce sera mon premier poste de chef de mission diplomatique. Peut-être alors parce que c'est le chaos, que dans le chaos il vaut mieux quelqu'un qui soit doté d'un peu de caractère, et qu'on me prête ce défaut qui pourrait bien là-bas devenir une qualité. Certains de mes amis se sont demandé pourquoi un homme plutôt de terrain avait choisi la diplomatie à sa sortie de l'ENA, diplomatie qu'ils voient faite de champagne et de rochers au chocolat. Pour le goût du départ bien sûr, pour la découverte du monde, pour le changement régulier de situation, mais surtout pour la véritable diplomatie. Avec des moyens adaptés à chaque situation, la mission est toujours là. Représenter les intérêts de la France, les défendre, l'emporter dans une négociation, ou au contraire trouver un accord improbable avec l'adversaire, tout cela c'est de l'action. Il y a des mois que je suis rentré à Paris, j'y ai occupé des postes intéressants, passionnants même, cabinet ministériel, dossiers compliqués et lutte fratricide dans ces joutes que l'on appelle les rimes, que le cabinet du Premier ministre ou parfois celui du Président de la République arbitre lorsque les conseillers des ministres ne parviennent pas eux-mêmes à se mettre d'accord. Tout cela était passionnant, prenant à souhait, et en plus c'était parfois utile pour le pays, pour les citoyens, les sujets traités pouvant être ceux qui vont se retrouver dans la vie de tous les jours. Mais derrière ces débats il y a les luttes d'influence, les querelles d'ego, et cela n'est pas pour moi, plus pour moi. J'ai 55 ans et je me moque de ma carrière comme du prétendu pouvoir. Non que je craigne l'affrontement verbal, au contraire, mais j'ai besoin de véritable action. La réflexion doit aussi être tournée vers l'action. Donc Bangui.
Sans délai. 2000 soldats pour arrêter l'horreur. On m'a demandé d'y être le représentant de la France, le principal acteur politique étranger dans ce contexte. Et j'ai dit oui. Jeudi 21 novembre. Je me repose chez une amie à Carry-le-Rouet. Texto d'Alexandre Ziegler. Mission de reconnaissance sur place, départ ce soir. Peux-tu ? Impossible, je suis près de Marseille. Demain matin ? Jouable. Bien, 7h à Villacoublay. Me voici happé dans une tournée dans les pays voisins, Congo, Cameroun, Tchad, auprès de l'Union africaine à Addis-Abeba et en RCA afin de peaufiner les termes du mandat qui sera proposé par la France au Conseil de sécurité des Nations Unies, et qui sera adopté le 5 décembre, à l'unanimité. Arrêter la guerre civile et ses milliers de morts, situation de pré-génocide, selon l'analyse de Washington, extraordinairement grave pour Paris, et ramener le calme. Pour cela, parler avec toutes les parties en présence, mettre un terme au désastre humanitaire, épauler la transition le plus rapidement possible vers des élections, et pour cela reconstruire l'État, jeter les bases du développement. Pour conduire un tel chantier, travailler étroitement avec OPEX Sangaris. On a choisi pour la force le nom de ce papillon de couleur rouge car l'Ubangi est connu pour être le fleuve des papillons, et remettre en marche une ambassade paralysée. Tels sont les axes donnés par le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, dans l'entretien qu'il m'accorde au lendemain de ma nomination. Les autres entretiens confirment tous cette orientation. À l'Élysée, au département, au ministère de la Défense, au ministère de l'Intérieur, à l'AFD. Le président de la République signe ma nomination le 27 novembre en Conseil des ministres. L'agrément centrafricain est obtenu le 29 et mon départ est fixé au 3 décembre. Tout record battu selon le directeur général de l'administration, qui a ficelé tout ça. Mais il ne s'agit pas de battre des records. J'ai dit oui à Bangui. Simplement. Mosaïque au cœur de l'Afrique et tête de pont d'une nouvelle politique, loin des vieux démons et des vieilles habitudes de la France-Afrique, la même où ils se sont le plus et le plus mal exprimés par le passé. Bienvenue au club. Bref élément d'histoire. Jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, le territoire au cœur de l'Afrique qui deviendra la République centrafricaine est peuplé de quelques 6 millions d'habitants vivant dans des villages disséminés. À partir du XVe siècle, une aristocratie venue du nord-est, Darfour, s'impose sous la forme de plusieurs royaumes, tout en s'assimilant et sans mettre un terme au système de chefferie. L'ensemble, en plein centre du continent, loin de la mer, vit en quasi-autarcie. À partir du milieu du XVIIIe siècle, la traite des esclaves, principalement au nord en direction des pays arabes mais également occidentaux, va entraîner une très importante régression démographique, elle-même accentuée par le développement d'épidémies, variole, rougeole, syphilis. Ainsi, au moment de l'arrivée des colons européens à la fin du XIXe siècle, la population n'atteint plus qu'à peine 1 million d'habitants. Le territoire, alors colonisé par les Français, Bangui est fondé en 1889, devient l'Ubangi-Chari en 1905 et rejoint l'Afrique équatoriale française en 1910. Les militaires français se heurtent aux seigneurs du Nord, en particulier Rabat Kébir, basé à Dar el-Kouti près de Ndélé. Une fois établie, la colonisation française se révèle particulièrement brutale, notamment en raison de l'attribution d'immenses concessions agricoles à des colons qui y soumettent les populations à un véritable esclavage associé à une impitoyable répression, tous deux dénoncés par André Gide dans Voyage au Congo et Retour du Tchad, déjà cités, et lors du mémorable procès qui s'en est suivi. Durant la Seconde Guerre mondiale, la colonie se joint aux forces alliées en grande partie grâce à l'action du colonel Deroux. Le pays devient la République centrafricaine le 1er décembre 1958 et proclame son indépendance le 13 août 1960. Le premier chef de l'État, Barthélemy Boganda, est considéré comme le père de la nation centrafricaine. Parlementaire français, il prônait depuis longtemps l'indépendance des colonies et avait proposé la création d'un État d'Afrique centrale unique regroupant Gabon, Congo, Cameroun et République centrafricaine. Il y voyait la seule solution permettant d'éviter l'éclatement de la région en territoires trop petits, non viables et sans rôle possible sur la scène internationale. Il n'est pas suivi par ses voisins et meurt le 29 mars 1959,
peu après son élection, dans un accident d'avion dont les causes n'ont jamais été élucidées. Le chef du gouvernement, David Dacko, devient alors président de la République centrafricaine. En 1965, lors du coup d'État de la Saint-Sylvestre, Jean Bedel Bokassa renverse David Dacko et prend le pouvoir. Le 4 décembre 1976, il s'autoproclame empereur Bokassa Ier. La relation privilégiée qu'il entend entretenir avec la France, et personnellement avec le président de la République de l'époque, conduit à ce que l'ambassadeur prend le titre de haut représentant de la France, et qu'il devient pour toujours le doyen du corps diplomatique. En septembre 1979, l'opération Barracuda, organisée par la France, renverse Jean Bedel Bokassa et réinstalle David Dacko au pouvoir. Celui-ci en est de nouveau chassé 2 ans plus tard, le 1er septembre 1981, par un coup d'État conduit par le général André Kolingba qui établit un régime militaire. André Kolingba reste au pouvoir jusqu'en 1993, année où, suivant le courant de démocratisation initié par le sommet de la Baule, les premières élections multipartites sont organisées et permettent à Ange Félix Patassé d'être élu président de la République. En 1997, celui-ci réduit fortement la présence des coopérants français et ferme le camp militaire Leclerc de Bouar, qui était un point d'appui important de la présence militaire française en Afrique centrale. Des troubles se développent dans le pays malgré l'intervention de la communauté internationale, MISAB en 1997 à 98, MINURCA en 1998 à 99 puis BINUCA à partir de 2000, et en 2001, une tentative de coup d'État provoque de violents affrontements dans Bangui. 2 ans plus tard, le 15 mars 2003, le général François Bozizé réussit un nouveau coup d'État et renverse le président Patassé. Après plusieurs reports, une élection présidentielle a lieu le 13 mars 2005 sous la direction de la Commission électorale mixte indépendante, CIM. On peut relever comme candidature celle de François Bozizé, déjà chef de l'État, de l'ancien président André Kolingba et de l'ancien vice-président Abel Goumba. Les candidatures de plusieurs autres candidats, dont celle de l'ancien président Ange Félix Patassé, de Charles Massy, de l'ancien Premier ministre Martin Ziguélé, de l'ancien ministre et ancien maire de Bangui Olivier Gabiro et de Jean-Jacques Desmafous, sont rejetées par la CIM avant une médiation gabonaise et des accords signés à Libreville qui les réintègrent à l'exception de celle d'Ange Félix Patassé. François Bozizé remporte le scrutin, mais son élection est violemment contestée et une première guerre civile centrafricaine ravage le pays jusqu'à la signature d'un accord de paix en 2007. Cependant le président Bozizé ne respecte pas l'accord, si bien que les rebelles reprennent les armes à la fin 2012, lançant une série d'attaques qui ouvrent la deuxième guerre civile centrafricaine. Le 24 mars 2013, la coalition Seleka s'empare de Bangui et force François Bozizé à s'enfuir. Michel Djotodia s'autoproclame président de la République centrafricaine. Cependant les nombreuses exactions commises par les miliciens de la Seleka plongent le pays dans l'insécurité et des milices d'autodéfense, les anti-Balaka, se développent. Le conflit débouche sur des massacres et la situation qualifiée de pré-génocidaire par Washington. Première partie. Du chaos de la première transition à accent grave l'apaisement de la seconde. Chapitre 1. Au cœur du chaos. 3 décembre 2013. Les équipages d'Air France assurent courageusement, une fois par semaine, la liaison vers un aéroport que l'on peut pour le moins qualifier d'approximatif. Sans cette constance de la compagnie française, les autres transporteurs encore présents renonceraient. Royal Air Maroc, Sky, TAAG, Linhas Aéreas de Angola. Ce jour-là, le Boeing 777 est rempli de journalistes. Le chef du protocole d'État m'accueille comme tous les chefs du protocole de tous les États du monde le font de tous les ambassadeurs prenant leur poste. L'incongru est en réalité qu'il n'existe plus véritablement d'État, et pratiquement plus personne au ministère des Affaires étrangères que le protocole, ce qui reste quand il n'y a plus rien. À côté de lui, le numéro 2 de l'ambassade, Romain Vuillaume. Il me salue avec une chaleur qui témoigne de ce que Jean-Christophe Béliard, le directeur d'Afrique au département, lui a dit de moi. Idem de ma part, celui-ci m'ayant simplement déclaré « C'est un type bien, tu peux lui faire confiance ».
Je comprendrai rapidement que dans une telle situation, ce mot prend tout son sens. La première personnalité que je rencontre en ce 3 décembre est la maire de la ville, Catherine Samba Panza. Elle va embarquer dans l'avion que je viens de quitter, et qui rentre à Paris via Yaoundé. Pour ma part, j'attends mon passeport qu'on est parti tamponner malgré l'absence de visa. Trop court pour faire une demande à l'ambassade de RCA à Paris, on régularise sur place. Nous faisons connaissance, elle me parle de son voyage pour Tourcoing, ville à laquelle elle va jumeler Bangui. Je l'encourage. Le contact est cordial et ouvert. Je ne sais pas elle non plus, que moins de 2 mois plus tard elle sera élue à la présidence de la transition. Ce bon contact me sera évidemment d'une grande utilité, le moment venu. De Mpoko, c'est l'aéroport du nom du quartier alentour, situé au nord-ouest de la ville, jusqu'à la résidence qui se trouve au sud-est, au bord du fleuve dans la localité attenante de Wango, ce sont une quinzaine de kilomètres à travers Bangui. La ville est dans un calme relatif. Les rebelles de la Séléka tiennent la place. Les exactions sont cachées à présent, elles sont commises surtout dans les quartiers périphériques, mais elles restent nombreuses. Mon prédécesseur n'a pas eu le temps, ou voulu le prendre, de faire ses valises. Alors qu'il m'avait dit au téléphone me faire réserver une chambre à l'hôtel Ledger, sorte de resort incongru dans cette situation, mais confortable, il me reçoit finalement à la résidence et me témoigne une politesse à laquelle, vu les circonstances de ma nomination et de son départ, il n'était pas obligé. Il m'est revenu plus tard que son épouse avait un peu insisté pour qu'il se comporte correctement. 2 ambassadeurs ensemble dans un pays, ce n'est pas courant et pour tout dire pas banal. La résidence est un grand bâtiment épuré, entièrement vitré, allongé sur 2 niveaux au cœur d'un parc de 3 hectares au bord du fleuve, îlot de beauté et de tranquillité au milieu du chaos. Petit paradis. L'un des aspects les plus étonnants de la ville qui m'ont frappé, dès les premières semaines de ma mission en RCA, c'est l'existence d'espaces de tranquillité totale à proximité immédiate du chaos. De petits paradis. Ce sont quelques propriétés que l'on appelle ici des concessions, soit entourées de hauts murs en pleine ville, avec à l'intérieur un jardin, des arbres et un ou plusieurs bâtiments d'habitation, soit étendus au bord de l'eau, et c'est là que l'on trouve les plus beaux de ces havres de paix. Ces concessions ouvertes sur le fleuve dont elles ne sont séparées que par des murs bas protégés par des grilles, sont l'écrin de villas souvent cossues. Elles longent la rive droite de l'Ubangui vers l'est presque depuis le centre-ville, la rive gauche, quasiment exempte de construction, appartenant au pays voisin, la République démocratique du Congo rez-de-chaussée. 2 d'entre elles méritent d'être particulièrement signalées, l'archevêché et la résidence de France. Avant l'indépendance, l'évêché de Bangui devenu archevêché possédait une bonne partie de la rive du fleuve. Au moment de l'indépendance, la France en a acheté une portion pour aménager la résidence de son ambassadeur. L'archevêché est un ensemble de maisons basses comprenant le logement de l'archevêque et plusieurs espaces de passage mis à disposition selon les besoins. C'est ainsi que l'imam président de la communauté islamique, Feu Omar Kobin Layana, dont la maison a été détruite durant les événements de décembre par des radicaux musulmans et dont la vie est menacée dans son propre quartier, va y loger durant près d'1 an à l'invitation de Monseigneur Dieudonné Nzapalainga, l'archevêque de Bangui. À côté de ces bâtiments se dresse la carcasse d'une cathédrale dont la construction a été entamée un peu plus de 20 ans auparavant, et dont seuls les montants et les voûtes ont été réalisés, de hautes voûtes de béton clair poussées parmi les manguiers. C'est un ensemble surprenant qui domine à la fois les maisons de l'archevêché et le fleuve, mais également les maisons de l'autre côté de la route, immense araignée qui peut-être, un jour, sera achevée. La résidence elle-même est un bâtiment typique des constructions officielles françaises en Afrique du début des années 1960. 2 grands plateaux de béton tendus sur des poteaux rectangulaires, l'ensemble aménagé de sorte à pouvoir héberger l'espace de réception public, un petit appartement pour les visiteurs que l'on nomme la chambre du ministre, les locaux techniques attenants, indispensables, et l'espace privé de l'ambassadeur, limité au minimum. La chance de Bangui, par rapport à d'autres résidences, c'est que l'architecte chargé de la construction avait manifestement une veine marine qui l'a fait aller au-delà de 2 simples plateaux de béton.
Il a ouvert le bâtiment vers le parc et le fleuve, ne séparant l'intérieur de l'extérieur que par une enveloppe de verre ininterrompue, et il l'a tiré vers le haut en aménageant presque au centre du plafond du salon, une immense trémie donnant sur une mezzanine desservie par un escalier aérien au soutènement en forme d'étrave de bateau. Le tout peint de blanc, le bois de marine, bel acajou au brun rouge sombre, étant limité au seul plafond haut, celui du premier étage, donc de la mezzanine, évitant ainsi l'impression d'écrasement que n'aurait pas manqué de produire des boiseries au premier plafond. Ainsi, l'immense salon parvient à ne pas paraître disproportionné, alors même qu'il occupe presque la moitié du rez-de-chaussée du bâtiment, plus de 200 mètres carrés. 4 fois en surface, presque 8 fois en volume mon petit appartement parisien, me suis-je dit souvent. J'occupe pour ma part un appartement de 2 pièces à l'étage, une chambre et une grande salle de bain. L'espace n'est pas excessif mais largement suffisant pour une personne, et je peux utiliser le salon et les espaces extérieurs. À côté de mon appartement, les chambres de mes officiers de sécurité. À l'autre extrémité de la mezzanine, la chambre du ministre, petit appartement donnant sur le jardin. 4 bâtiments entourent à distance celui de la résidence à proprement parler. La maison de l'un des gendarmes affectés au poste. La villa du conseiller de coopération. Le bâtiment où logent les personnels de la résidence lorsqu'ils sont de service le soir. Le local technique avec l'énorme groupe électrogène qui tourne 22 heures sur 24. Une piscine enfin, comme dans presque toutes les résidences d'Afrique, où mes gardes du corps pourront faire des longueurs mais qui ne me verra pas souvent, sauf lorsque j'organiserai des après-midi de détente pour les agents de l'ambassade. Mais nous n'en sommes pas encore là. L'ensemble est harmonieusement planté de manguiers, de palmiers en tout genre, y compris de cocotiers, de flamboyants, de bananiers et de forbes géantes, avec au centre devant la terrasse, un superbe terminalia Mentali. En léger contrebas, le fleuve et en face, la rive de la rez-de-chaussée et ses nuits de fête et de tambour. Le matin, avant de plonger dans le chaudron, je me donne du courage en buvant un café devant le terminalia Mentali. Peu importe d'ailleurs son nom, il est majestueux sans être excessif, son feuillage s'épanouit sur une quinzaine de mètres presque au-dessus de moi, juste devant la terrasse. Ce sont en réalité 2 arbres aux troncs si proches l'un de l'autre qu'ils n'en forment qu'un. Cet arbre double s'ouvre harmonieusement dans le ciel, déployant un feuillage à la fois fin et dense qui se renouvelle en permanence dans un entrelac de branches élancées. C'est mon arbre. Un couple de milans noirs vient y nicher de la fin novembre au mois de mars, de petits aigles d'une agilité incroyable, qui vont conquérir l'espace pour les 4 mois de leur présence, chassant les gros oiseaux noirs et blancs, mi-corbeaux, mi-pies, qui le reste du temps hantent les rives du fleuve. C'est la grande saison sèche, l'hiver dans l'hémisphère nord, qui appelle les rapaces qui descendent de là où les températures deviennent trop basses et viennent assurer leur avenir à proximité de l'équateur. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.